On essaie de nous séparer. Bonjour Guillaume, édito. Vous nous dites que c'est la confusion au sommet de l'État. Hein. Oui, c'est ça, Romain, c'est ça. Hier encore, on habitait un pays qui s'appelait la République française. Et puis, le début de la crise du coronavirus, on a l'impression qu'on s'enfonce chaque jour un peu plus dans un monde parallèle, une patrie inconnue qui ressemble finalement davantage à Brésil qu'à notre cher et vieux pays. Le 15 mars, on nous a dit, par exemple, la situation sanitaire est grave. Vous allez être confinés. Mais en attendant, allez voter. On nous a dit, faites-vous un mot d'autorisation à vous-même pour sortir. Et on nous a dit, lorsque le coronavirus faisait 1000 morts par jour, que le masque était inutile. Et puis, à 200 morts par jour, on nous a dit, le masque est obligatoire. On nous a dit, on ferme les frontières pour vous protéger du virus. Sauf avec les pays de l'Union européenne, qui sont pourtant parmi les plus touchés au monde. On nous a dit de ne pas faire de jogging entre 10h et 19h. Résultat, tout le monde a couru à la même heure. Puis on nous a dit, ça y est, c'est terminé, la pandémie est derrière nous. On nous a ensuite obligés à porter le masque dans la rue, même lorsqu'il n'y avait personne, car sinon on n'allait pas bien comprendre son utilité. On nous a ensuite obligés à porter les masques, même chez nous. On nous a dit à 8h du matin que nous devions faire du vélo ou de la moto avec un masque, avant d'apprendre à 11h que nous pouvions le retirer. On nous a dit qu'il fallait fermer les restaurants à cause d'une étude américaine. Pourtant, les listes officielles des clusters en France ne pointaient pas vraiment les restaurants. On a demandé aux restaurateurs et aux petits commerces de mettre en œuvre des mesures sanitaires strictes et coûteuses, et ceci juste avant de les fermer. On nous a dit que certains produits seraient interdits, Romain, car ils étaient non essentiels. On nous a dit que les librairies ferment, mais les boutiques de téléphonie restent ouvertes. On nous a dit qu'on n'aurait plus le droit d'acheter des livres en grande surface, mais qu'il fallait les acheter en ligne, mais que ce n'était pas bien d'aller sur Amazon. On nous a dit que nous pourrions désormais nous déplacer jusqu'à 20 km de chez nous. Pourquoi 20 km ? Ceux qui habitent à 21 km de chez eux se posent encore la question. On nous a dit qu'on pourrait se rendre dans les stations de ski, mais que les remontées mécaniques, elles, seraient fermées. On nous a dit qu'on pouvait toujours prendre le métro aux heures de pointe, mais qu'il était interdit d'être à plus de 30 dans les lieux de culte, et ceci même dans une immense cathédrale. On nous a dit que nous n'avions pas le droit d'embrasser papy et mamie, mais que nous pouvions tout de même les nourrir de bûches, seulement à la cuisine. On nous a dit qu'un décret allait encadrer la vente des sapins de Noël. Ouf. On nous a dit que la grande roue de Lille pourrait continuer à tourner, mais toute seule et à vide. Alors, selon vous, cette incohérence ne concerne-t-elle que les sujets sanitaires ? Hélas, non, Romain, je ne le pense pas. Juste avant la crise sanitaire, prenons qu'un exemple de nature économique, disons, la priorité, par exemple, était de rembourser la dette et même quoi qu'il en coûte. Et celle-ci dépasse désormais les 120%, ça n'a l'air de choquer personne. Macron nous avait lui-même expliqué, le président de la République, qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et puis, d'un seul coup, 100 milliards sont mis à pleuvoir sur le pays. Et je pense que l'incohérence s'est infiltrée un peu partout, sur tous les dossiers. Et on nous a dit d'ailleurs qu'on ne reviendrait pas sur l'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale, avant de nous dire qu'un comité d'experts allait réfléchir à sa réécriture, et avant encore de se dédire et de rappeler finalement que c'était aux parlementaires d'adopter les lois. Alors comment expliquer cela au sommet de l'État ? Sur tous les sujets, j'ai l'impression que le gouvernement adopte toujours les mêmes genres de réflexes, c'est-à-dire qu'il cherche des procédures, il applique des procédures, et s'il n'a pas de procédure, il va en inventer pour se couvrir. Et ceci au risque de l'absurde. En fait, depuis les années 70, il faut prendre un peu de recul, les hauts fonctionnaires ont conquis le pouvoir politique. Emmanuel Macron, Jean Castex, tant d'autres avant eux incarnent cette haute administration. Et je crois qu'ils ont été formés pour administrer, c'est-à-dire appliquer des règles, pour obéir, pour se conformer et pour se couvrir. Et nous ne sommes donc plus dirigés par des gouvernants qui tranchent et assument, mais nous sommes gérés, managés par des bureaucrates qui appliquent des procédure. La haute fonction publique montre d'ailleurs un autre travers, le corporatisme. C'est ce corporatisme qui l'incite à sauver les apparences, finalement, quoi qu'il en coûte, et à ne jamais se dédire. Ces bureaucrates affichent enfin une forme de paternalisme. Leur grand truc, c'est de prendre le peuple pour un grand enfant à qui on ne peut pas tout dire. Et on ne doit pas tout dire d'ailleurs. Mais un détail échappe à nos gouvernants. Ce grand enfant, un peu bébête, c'est à lui et à personne d'autre qu'appartient le pouvoir en démocratie. Guillaume Bigot, merci Guillaume. Ça veut dire qu'on est géré comme une administration et pas comme un pays. On est géré par des technocrates. C'est ce que même s'ils sont convertis au management global et eurolibéral, oui, absolument.